Jean-Claude Bouthier contre Émile Griffiths. Deux champions face à face dans un peu plus d'une heure et demie sur le ring du Parc des Expositions à Paris. Ils ont la même ambition, retrouver l'Argentin Monzon pour le titre de champion du monde des poids moyens. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. On peut donc dire malheur aux vaincus, surtout s'il s'agit de Bouthier qui a déjà perdu son titre européen sur le tapis vert. Et s'il s'incline ce soir devant l'Américain Griffiths, le boxeur français devra rentrer dans le rang. À la fin de ce journal, nous irons au Parc des Expositions pour voir, je l'espère du moins, les deux adversaires dans leur vestiaire juste avant le combat. La boxe n'est pas cotée en bourse et c'est peut-être dommage. Le choc Bouthier-Griffiths aurait pu redonner un peu de tonus au marché financier qui a commencé la semaine de Noël sous le signe de la morosité. Le lingot d'or a crevé le plafond aujourd'hui à Paris, tandis que le franc et la plupart des valeurs françaises continuaient à baisser. Incontestablement, Patrice Duhamel, il y a un malaise à la bourse. Oui, en effet, vous aviez raison de le souligner. La tendance observée vendredi, hausse du prix de l'or, baisse de la valeur du franc, s'est encore accentuée aujourd'hui à la Bourse de Paris. L'or d'abord, le Napoléon est passé de 80 francs 10 à 82 francs, c'est un cours record. L'explication paraît simple. Le Napoléon, vous le savez, c'est un symbole, la valeur refuge, vers laquelle se tournent les petits épargnants lorsqu'ils éprouvent une certaine crainte pour l'avenir. Cette crainte a pris naissance, semble-t-il, dans les sondages préélectoraux qui indiquent une baisse de la majorité et une poussée de la gauche. Mais aujourd'hui, et c'est à souligner, à cette attitude traditionnelle des petits épargnants est venue s'ajouter une nouvelle vague de spéculation internationale. La hausse du prix du lingot d'or en est la marque. Le lingot d'or a atteint 10 890 francs contre 10 580 francs vendredi. C'est une hausse de 3%. Et là encore, tous les records sont battus. Ce phénomène a d'ailleurs été sensible sur toutes les grandes places financières internationales. Et pour l'expliquer, on peut dire qu'aux préoccupations politiques s'ajoutent des phénomènes internationaux, en l'occurrence le recul de la paix au Vietnam. La bourse, c'est d'une certaine façon, on peut le dire, le thermomètre de la situation politique internationale. Un pas en avant vers la paix et l'or baisse, un pas en arrière. Le prix du métal jaune, qui est le symbole de la stabilité et de la sécurité, reprend son ascension. Alors, second fait important de la journée, la baisse du franc. Exactement. La baisse du franc, c'est un accès de faiblesse qui a aussi bien sûr des motifs politiques, toujours ces fameux sondages. Et puis on invoque également des fuites de capitaux vers l'étranger, la Suisse en particulier, certaines personnes se débarrassant de la monnaie nationale au profit d'autres devises qui leur paraissent plus sûres. Mais il ne semble pas qu'il faille exagérer l'ampleur de ces évasions de capitaux. Le franc est encore robuste et puis la Suisse, par exemple, pénalise de 2% par trimestre les capitaux étrangers qui arrivent dans les coffres forts de ces banques. Une autre explication de cette baisse du franc, c'est aussi la remontée spectaculaire du dollar consécutive au redressement de l'économie américaine. Le franc, vous le savez, a profité pendant un temps de la fièvre, de la maladie du dollar. Maintenant, la monnaie américaine a retrouvé la santé. Voilà pourquoi certains milieux financiers, inquiets de l'évolution politique dans notre pays, préfèrent actuellement la monnaie américaine à la monnaie française. Mais pour l'heure, chacun le reconnaît, la situation n'est pas trop grave. Les réserves de la Banque de France sont importantes. 10 milliards de dollars environ, soit à peu près 50 milliards de nos francs actuels. Et puis notre commerce extérieur, qui poursuit sa progression, nous rapporte pour l'instant chaque mois des excédents appréciables. Vous parliez de l'influence des sondages d'opinion sur les fluctuations boursières. Le journal L'Humanité de ce matin estime que tout cela est très exagéré et qu'on assiste en réalité à un début d'orchestration visant à susciter la panique chez les électeurs. Quoi qu'il en soit, on a enregistré aujourd'hui les résultats d'un nouveau sondage sur les prochaines législatives. Réalisé par Publimétrie, il a été publié dans l'Aurore. Ce sondage souligne surtout les progrès des centristes d'opposition, les réformateurs, qui passent de 14 à 17% par rapport aux précédentes tendances révélées par Publimétrie. Patrice Duhamel vous le disait, le recul de la paix au Vietnam n'est certainement pas étranger non plus aux caprices de la bourse. L'impression dominante ce soir est que la négociation est bloquée. Américains et Nord-Vietnamiens s'en rejettent mutuellement la responsabilité, tandis que sur le terrain, la guerre se rallume. D'abord signalée par Hanoï, la reprise des bombardements américains au-dessus du 20e parallèle a été confirmée cet après-midi à Washington et, selon l'agence soviétique TASS, la banlieue de Hanoï aurait été bombardée par l'aviation américaine. Il y a 3 jours à Paris, messieurs Kissinger et Léo Ductot étaient tout sourire. Mais aujourd'hui, la guerre a repris de plus belle, avec d'abord le largage de mines dans le port d'Haiphong. Et les enfants nord-vietnamiens ne pourront se libérer ce Noël des réflexes de guerre qui les ont conditionnés depuis leur naissance. D'autant plus que les États-Unis ont décidé de multiplier les bombardements au sud du 20e parallèle. On annonçait la paix et c'est l'escalade qui survient.
Toutes les restrictions qui limitaient les bombardements sont levées, a déclaré cet après-midi M. Melvin Laird, le ministre américain de la Défense. Alors qu'hier, M. Chu Enlai réaffirmait le soutien de la Chine populaire à la cause d'Hanoï, les Nord-Vietnamiens, eux, ne cessent un seul instant de poursuivre leur effort de guerre. Washington a accusé Hanoï d'avoir fait avorter les négociations par des exigences chaque jour croissantes. Mais pour Hanoï, M. Kissinger a menti. Nous sommes prêts à signer l'accord du 20 octobre, mais nous n'accepterons pas d'en changer un iota. En fait, il semble que le véritable problème soit celui du régime de Saigon, ce régime qui, comme l'explique M. Tran Van Lam, se refuse précisément à paraffer un tel accord. C'est difficile d'entrevoir un arrangement séparé entre les États-Unis d'Amérique et Hanoï. Mais il est absolument certain qu'en ce qui nous concerne, c'est-à-dire la République du Vietnam, nous ne pouvons pas signer un accord présenté de cette façon. Nous avons demandé des changements. Mais pour le moment, les Nord-Vietnamiens ne veulent pas encore changer. Donc, dans ces conditions, je vois qu'il n'est pas possible pour nous de signer. Malgré le durcissement brutal de la situation, Paul VI veut croire encore à la paix au Vietnam avant la fin de l'année. Dans un message qu'il a fait remettre aux principaux chefs d'État, le pape souhaite, je le cite, des négociations loyales et orientées vers des conclusions sincères et positives. Et nous revenons en France. Après l'autoroute de Lorraine, c'est la liaison Paris-Bruxelles qui va être inaugurée demain. Le président Pompidou et le roi Baudouin se sont donné rendez-vous à la frontière franco-belge. On espère que cette autoroute va favoriser l'implantation de nouvelles industries dans une région durement touchée par la récession des houillères. Avec l'inauguration par le président Pompidou et le roi Baudouin de ce tronçon d'autoroute Comble-Ordin, c'est une nouvelle étape dans la construction européenne qui sera franchie. La mise en service de ce dernier tronçon, d'une longueur de 42 km, permettra de rejoindre directement Bruxelles. Au total, un parcours de 290 km. Ainsi, pour la première fois, Paris est relié par autoroute à une capitale étrangère. Pour la première fois, le réseau autoroutier français est connecté à celui de l'Europe. Pour l'industrie, le commerce, les échanges, le tourisme, il s'agit d'un événement aussi important que l'explosion des grandes liaisons ferroviaires dans la seconde moitié du 19e siècle. 2h30 de voiture seulement, et voilà Bruxelles. Le tracé de l'autoroute a été infléchi de façon à lui permettre de restructurer le bassin industriel de l'Escaut, de désenclaver les régions de Cambrai et de Maubeuge, tout en renforçant le rayonnement de Valenciennes comme ville relais de la métropole. Il y a quelques années, les activités traditionnelles, le charbon, le textile, la métallurgie, l'agriculture, chancelaient. L'annonce que les charbonnages arrêteraient en 1983 l'exploitation du bassin minier avait fait l'effet d'un coup de tonnerre. Il fallait créer de toute urgence de nouvelles activités, de nouveaux emplois, implanter des usines. L'autoroute de la vie générale sera l'un des éléments les plus importants pour drainer les industriels. Le trafic de la marine marchande risque d'être sérieusement perturbé, pour ne pas dire paralysé, pendant 48 heures au milieu de la semaine. J'apprends en effet que la CGT appelle une nouvelle fois les marins et aussi les officiers de la marine marchande à une grève de mercredi à vendredi prochain. L'Assemblée nationale a voté cet après-midi en première lecture la généralisation des retraites complémentaires. Il s'agissait d'un projet de loi adopté la semaine dernière par le Conseil des ministres et qui concerne près d'1 million de travailleurs. François Gault nous donne des précisions. La retraite. Le poisson, il va voir le machin, le leurre, et la terre va sauter dessus. On n'a fait qu'une hier, mais j'espère demain en faire 5 ou 6. La retraite après 40 ou 50 ans d'une vie active, d'une vie de travail,
la retraite, c'est quelque chose de particulièrement important. Aujourd'hui, dans l'industrie, le commerce et les services, 11 millions de salariés sont couverts par une retraite complémentaire. Cela veut dire qu'au moment de prendre leur retraite, une pension complémentaire vient s'ajouter à la pension qu'il aurait versée par la sécurité sociale. Mais 900 000 salariés n'y ont pas droit. Il s'agit d'employés de maison pour lesquels toutefois un accord vient d'être conclu, ou bien encore de salariés travaillant dans différents secteurs comme le commerce alimentaire de détail, voire dans certaines professions libérales. Eh bien, cette situation est aujourd'hui terminée. Désormais, vraisemblablement à partir du 1er janvier 1973, ces 900 000 exclus, ainsi que les retraités correspondants, seront couverts eux aussi par une retraite complémentaire. Voilà, cela représente sans aucun doute une des mesures sociales les plus importantes prises au cours de ces derniers mois. Ce n'est pas avant plusieurs jours que Mme Nicole Mercier connaîtra son sort. La jeune femme, professeure de philosophie à Belfort, est inculpée, je vous le rappelle, d'outrage aux bonnes mœurs. Le juge d'instruction, qui l'a entendue à plusieurs reprises, a remis aujourd'hui son dossier au procureur et il attend maintenant le retour du dossier pour prendre une décision. D'autre part, à l'appel de nombreux syndicats d'enseignants, une grève de soutien à Mme Mercier a été largement suivie aujourd'hui dans les lycées de l'Académie de Besançon. Une trentaine de ministres sont réunis en même temps, mais pas ensemble, à Bruxelles. Les responsables européens de l'agriculture, des affaires étrangères et des transports, chacun de leur côté, mettent la dernière main à l'élargissement de la communauté. Jean-François Robinet nous appelle. Il est à Bruxelles. Écoutons-le. Dans un instant, la liaison avec Jean-François Robinet. Ce sont les derniers conseils de l'Europe à 6, mais les 3 futurs membres y participent déjà sans toutefois avoir le droit de vote. Le 1er janvier, ce ne sera pas seulement la physionomie des réunions ministérielles qui changera. La Commission européenne, qui est l'exécutif du marché commun, aura aussi un nouveau visage qui vient d'être dessiné il y a quelques instants. Elle passera de 9 à 13 membres, 2 par grand pays et 1 par petit pays. Le nouveau président est M. François-Xavier Ortoli. On avait parlé de lui lors de sa sortie du gouvernement français et c'était le tour de la France de présider. M. Mansholt, qui assurait l'intérim, se retire et il semble que les tâches politiques l'attendent maintenant en Hollande. Parmi les vice-présidents, on remarque M. Christopher Soames, l'ancien ambassadeur de Grande-Bretagne à Paris, tandis que M. Raymond Barre, l'économiste réputé, ne figure plus dans la nouvelle commission. C'est un Belge, M. Simonet, qui le remplace. En revanche, M. Jean-François Degnaud reste le second commissaire français. Mais c'est le 6 janvier prochain seulement que les nouveaux commissaires prendront leurs fonctions effectives. L'actuelle commission poursuit son travail et ce matin, elle a signé un accord avec l'Égypte qui facilitera les échanges commerciaux entre ce pays et la communauté européenne. Il est intéressant de noter à ce propos la position de la communauté qui entretient déjà des relations commerciales privilégiées avec Israël. Un tel dialogue avec les 2 pays en guerre est de bon augure pour l'Union politique européenne et pourquoi pas pour un règlement du conflit du Moyen-Orient. Voilà l'essentiel pour cette journée. À 24 heures dernière, je pourrais, je pense, vous donner les premiers résultats des conseils des transports et de l'agriculture qui se prolongent actuellement. Tous 2 sont importants, d'une part pour l'avenir des industries du poids lourd, dont on discute la charge maximum à l'essieu, et pour l'avenir aussi des agriculteurs des régions les plus défavorisées. Ici Bruxelles, à vous Paris. Oui, justement, tandis que notre envoyé spécial nous parlait, je viens d'apprendre qu'à la réunion des ministres européens des transports, un accord sur l'harmonisation de la réglementation des poids lourds n'a pas pu être trouvé et cette négociation a été renvoyée à l'année prochaine. Le retour au calme se confirme à Madagascar, mais cela ne veut pas dire pour autant que les incidents violents de la semaine dernière ne se reproduiront pas. La situation politique et surtout ethnique n'est pas simple dans ce pays où les côtiers d'origine africaine détenaient tous les leviers de commande du temps de Tsiran. À l'arrivée du général Ramanansou, les Mernes, ethnie d'origine asiatique et vivant sur les plateaux, n'ont pas voulu continuer à accepter l'hégémonie des gens de la côte. Jean-Louis Demigneux, l'un de nos correspondants en Afrique, s'est rendu à Tamatave, le premier port de Madagascar, et il est en mesure de nous expliquer ce qui s'y est passé. Le week-end a été calme à Tamatave après les émeutes de la semaine dernière. Pas de manifestations, plus d'incendies, plus de pillages, seulement une population hébétée qui hésite à sortir de chez elle. Des réunions d'état-major dans les bâtiments de la province, la loi martiale fait son effet, la ville est quadrillée, des contrôles de voitures sont effectués par l'armée aux sorties de la ville.
Ce week-end à Tamatave, le principal problème à résoudre était celui de l'évacuation de plus de 8000 Imernes des populations originaires des hauts plateaux de la Grande Île et de Tananarive. 8000 personnes qui fuyaient la Routak, un mot malgache qui désigne tout à la fois pillage, manifestation et expédition punitive. L'étincelle s'est produite au lycée Jacques Rabé-Menandjar. Ce lycée porte le nom du maire de Tamatave, ministre des Affaires étrangères de l'ancien président de Siran. Le proviseur du lycée était Merne, la plupart des élèves également. Ils ont voulu décrocher le nom de ce Bessimisak, de ce côtier qui ornait le front du lycée. Les élèves côtiers l'ont raccroché, les bagarres ont éclaté, les lycéens Merne se sont réfugiés à l'hôtel Miramar et les côtiers ont incendié l'hôtel. La Routak avait commencé, ce fut l'émeute. La prison fut ouverte, le tribunal incendié, les magasins du centre commercial également. Ils appartenaient généralement à des Mernes. Après l'émeute tribale, les pillards, généralement des droits communs qui avaient fui la prison. Ils se sont surtout attaqués aux petits commerçants des quartiers, les Chinois, pour y dérober dans leurs échoppes de tolondulé de la bête-à-bête, un jus de canne fermenté. Et pourtant, il n'y a pas eu un seul mort pendant les journées d'émeute de Tamatave. Et cela, c'est un miracle. Pour l'instant, l'émeute est retombée, de nombreux prisonniers échappés ont été rattrapés par les soldats, les commerçants se sont constitués en groupes d'autodéfense, mais la vie économique de Tamatave, poumon de Madagascar, va avoir du mal à repartir, car les 8000 Mernes qui ont pris le chemin de l'exode avaient en main tous les leviers de commande, que ce soit au port, à la raffinerie, dans les banques ou dans les administrations. Et cela explique bien sûr la violence de l'émeute des côtiers qui espèrent bien s'être débarrassés définitivement des Mernes. Ces Mernes qui étaient à l'origine du 13 mai malgache de cette année, du départ du président Philibert Siran, un côtier de Majonga, de l'arrivée à la tête du pays du général Gabriel Ramanantsoa, un Merne qui avait obtenu les pleins pouvoirs pour 5 ans par référendum il y a à peine plus d'un mois et demi. Le général Ramanantsoa s'était alors engagé à accélérer le mouvement de malgachisation dans le pays et les côtiers de Tamatave craignaient qu'il ne s'agisse en fait d'une mérénisation. Demain soir, à cette heure-ci, la cabine Apollo sera sur le point d'amérir dans l'océan Pacifique. Opération de routine, ou presque, pour les 3 astronautes, qui ont fait d'ores et déjà le plus gros de leur travail. Evans, l'homme qui n'a pas été sur la Lune, a eu sa petite revanche hier soir. Il a marché dans l'espace pendant près d'1 heure, Jean-Pierre Chapelle. Revoyons cela. Et il a pu effectivement, après un long séjour dans sa cabine, aller se dégourdir les jambes. Ceci pour ramener à bord de la cabine Apollo les chargeurs des caméras de cartographie qui se trouvent le long du module de service. Également les relevés du sondeur radar qui peut-être nous feront découvrir des cavités sous la Lune, mais ceci, attendons les résultats. Les 3 hommes sont réveillés depuis cet après-midi. Ils vont tenir ce soir par télévision une conférence de presse traditionnelle avec les journalistes réunis à Houston. Tout se passe parfaitement bien pour eux, ils sont très détendus et attendent maintenant leur retour vers la Terre. Retour qui est prévu pour demain soir 20h24. Nous espérons bien pouvoir vous le présenter en direct si l'horaire n'est pas modifié. Pour le moment, ils cherchent une paire de ciseaux qu'ils ont perdue. Cela pourrait être dangereux car cette paire de ciseaux, en retombant au moment du retour vers la Terre, pourrait causer des dégâts. Mais il n'y a vraiment pas de danger en réalité. Laure, Laurence, Muriel et Walter se portent bien. Ces quadruplés, en voici 2 sous la couveuse, sont venus au monde la nuit dernière à Paris. Leur mère, Madame Dietrich, 28 ans, est la femme d'un cuisinier. Elle est surtout la 4e Française qui donne naissance à des quadruplés depuis le début de l'année. C'est un record. Pierre Bourget vous donne les raisons de cette recrudescence spectaculaire des quadruplés. Le phénomène a de quoi surprendre les savants. Ils estiment en effet qu'on peut compter une naissance de quadruplés pour 500 000 accouchements. Or, cette année en France, les chiffres sont formels. 4 naissances de quadruplés pour 800 000 accouchements, soit 3 de plus que celles prévisibles. Mais pour leur part, les médecins ont éclairci ce petit mystère. Ces naissances multiples surviennent chez des femmes qui ont subi un traitement hormonal contre la stérilité. Or, le maniement de ces hormones est très difficile, car autant il est facile avec la pilule contraceptive d'éviter une grossesse, autant il est complexe de doser d'autres hormones afin de permettre à des femmes atteintes d'une certaine forme de stérilité d'être enfin mères de famille. Et ces enfants multiples de la pilule anti-stérilité sont fragiles. À ce difficile problème du traitement de certaines stérilités, les médecins pensent pouvoir néanmoins donner une solution plus raisonnable. Autrement, on risquerait de voir se multiplier la naissance de quadruplés et bien entendu de quintuplés. Dans ce but,
plusieurs équipes de chercheurs spécialisés dans le traitement de la stérilité étudient le moyen d'éviter ces naissances multiples en adaptant les doses d'hormones à chaque cas particulier. Il faut éviter que l'administration de ces hormones déclenche plusieurs ovulations chez les patientes. Une série de résultats obtenus par des biologistes australiens semble indiquer que c'est désormais possible. Heureusement pour ceux et celles dont la vocation de parents risque de s'essouffler avec la naissance de quintuplés inattendus, trop n'en faut, comme dit la sagesse populaire. Deux hommes qui rêvent d'un titre de champion du monde. L'heure du combat approche au parc des expositions à Paris. Comme je vous le disais au début de ce journal, Jean-Claude Bouttier prend des risques ce soir face à l'ancien champion du monde, l'américain Griffiths. Pierre Congioni nous attend au bord du ring. Oui, effectivement, vous pénétrez avec nous dans le hall du parc des expositions qui n'est pas le lieu habituel des combats de boxe, mais vous savez que pour ce genre de rencontre d'une importance telle, le Palais des Sports est nettement insuffisant. Ici, ce soir, près de 10 000 spectateurs vont pouvoir assister à cette demi-finale du championnat du monde des poids moyens qui va opposer l'Américain Emile Griffiths au Français Jean-Claude Bouttier. Les arguments en présence, vous les connaissez déjà. Griffiths avec son talent, Griffiths avec sa science du ring, mais aussi avec ses 35 ans. Jean-Claude Bouttier avec toute sa vitalité. Jean-Claude Bouttier qui a été déchu récemment de son titre de champion d'Europe et qui devrait ce soir l'emporter pour pouvoir remporter celui qui plane au-dessus du ring, c'est-à-dire l'ombre de Carlos Monzon, que les deux hommes veulent affronter à nouveau. Ils ont été battus tous les deux par le même boxeur, mais qui sait, une revanche serait possible. Jean-Claude Bouttier nous a confié, en tout cas à Daniel Leclerc, ses dernières impressions avant le combat. Jean-Claude Bouttier, pour ce combat très important, est-ce que vous avez eu une préparation spéciale? Oui, un peu spéciale dans le sens où j'ai fait venir deux sparring partners américains, Manny Gonzalez et Carlos Marc. Manny Gonzalez, je l'ai rencontré à Lyon, on le connaît bien. Je crois qu'avec lui j'ai fait du bon travail. Carlos Marc aussi, peut-être un peu moins longtemps, on a travaillé, il est arrivé que la semaine dernière. Comment vous avez ce combat? Très difficile. Vous pensez que Griffiths va vous poser beaucoup de problèmes? Absolument, parce que je crois que c'est un grand champion. Il a été un très grand, il est toujours un grand champion. Enfin, ça c'est mon avis à moi. Et c'est un technicien hors pair, donc je crois qu'il va me poser des problèmes. J'ai eu l'occasion de le voir avec Kishichian. Et puis à la télé aussi, je l'ai vu face à Monzon. Monzon n'a pas rigolé, Kishichian non plus. À votre avis, quels sont ses atouts et ses faiblesses? Je crois qu'il va tout baser lui sur sa technique et science du ring. Je crois que c'est ça, et en fait sa faiblesse c'est d'avoir 33 ans, quoi. C'est là sa seule faiblesse, je pense. Vous considérez que ce match est aussi important pour vous que contre Monzon? Tous les matchs sont très importants, que ce soit celui de Monzon, enfin... Si vous voulez, celui-là a encore plus d'importance parce que si j'arrive à gagner devant Griffiths, je fais de nouveau un championnat du monde avec Monzon. Alors si vous voulez, ça a donc un peu plus d'importance. Quant à la faiblesse de Griffiths, ce n'est sûrement pas le trac qui va jouer en sa défaveur ce soir. Il a 89 combats à son actif, dont 21 championnats du monde. Il a lui aussi l'intention de prendre sa revanche sur Carlos Monzon. Mais avant cette revanche, il y a l'écueil, Bouttier. Eh oui. À la télévision, ce soir, c'est aussi l'ambiance des soirées exceptionnelles avec le coup d'envoi du programme spécial des fêtes de la première chaîne. Il a été composé par la nouvelle équipe de la Une, avec un soin particulier, et l'espoir de répondre à vos aspirations qui sont très diverses. Parmi de nombreux rendez-vous, les aventures de Pinocchio, le conte de Noël de la Une. C'est une histoire en 6 épisodes, réalisée dans la tradition du grand cinéma italien. Premier épisode demain, mardi à 20h30. Mais France Roche a de la chance, elle a vu avant vous les aventures de Pinocchio et va nous dire tout de suite ce qu'elle en pense. J'en pense beaucoup de bien, parce que je trouve que Pinocchio est un conte de fées contestataire. Et aussi un conte de fées intelligent, alors que généralement aux enfants on montre des bêtises. Cette fois-ci, les parents trouveront dans Pinocchio de quoi réfléchir et les enfants se reconnaîtront dans le personnage de Pinocchio qui n'est pas du tout un petit enfant plein de vertus, persécuté par une belle-mère affreuse ou par un ogre, mais qui est tout normalement insupportable et qui crée lui-même les événements qui lui arrivent. Il découvre d'ailleurs à ses dépens que la vie n'est pas faite pour tout recevoir et qu'il peut y avoir intérêt et plaisir à aussi savoir donner. C'est un conte d'enfant un peu différent des autres, c'est-à-dire il y a un réalisme dedans et c'est un conte italien, typiquement italien, réaliste, avec des personnages vrais, des situations dramatiques.
ont des rapports avec la vie. Pinocchio, il faudrait pas réveiller. La part du les baleines. merveilleux y est quand même conservée. Pinocchio y retrouve son père dans le ventre d'une baleine, par exemple. J'ai la fièvre. Et il est transformé en âne. J'ai la fièvre des bourricots. Oui, ça te fait rire. Mais il n'y a pas de quoi rire. Tu comprends pas qu'on a été pris au piège? Maintenant, il faut à tout prix nous sauver. Oui, mais d'abord, je veux voir tes oreilles. Et moi, les tiennes. On va faire une chose. Je compte jusqu'à 3 et on enlève le lampion ensemble. 1, 2 et 3. Il y a deux attitudes envers les enfants, les propres et ceux des autres. Ceux des autres, on les chasse généralement, ça n'intéresse pas, ce sont des qualités négligeables. Et les propres, ils doivent grandir pour procurer de la joie aux parents. Alors évidemment, ils ne sont pas venus au monde pour ça. Comencini symbolise dans cet épisode des enfants transformés en ânes l'oppression que les adultes exercent sur les enfants. Oui, il y aura même 300 éléphants. Demain, on nous emmène tous faire un voyage. Et vous, ça a dit de nous? Je ne sais pas. D'abord, on les trompe, les enfants. On les séduit. Puis après, on leur reproche de s'être fait séduire. C'est un peu ça de la drogue, au fond. D'abord, on leur offre la drogue. Puis après, on leur dit, vous êtes drogués. Et après, on les punit. Ils disent que demain, on nous donnera de l'argent à dépenser comme il nous plaira. Combien? Beaucoup, et des robes neuves aussi. Des souliers? Ah, ça, je ne sais pas. Il y a aussi la fée, incarnée par Gina Lollobrigida. Une fée pas comme les autres. On appelait l'enfant 3 par 3. 3 par 3 font toujours 12, je crois. Non, 9. C'est-à-dire, non, mais la fée dans le livre est un personnage ennuyeux, parce qu'elle fait toujours la morale à Pinocchio, lui dit il faut faire comme ça, il faut pas être comme ça, il faut pas faire ça, etc., etc. Et lui fait un chantage continuel, chantage que j'ai renversé, après je vous dirai comment. Parce que elle lui dit, Pinocchio se plaint d'être une marionnette. Alors elle dit, je te ferai devenir un garçon comme tous les autres, si tu seras sage, si tu travailleras, si tu seras capable de gagner un morceau de pain pour nourrir ton pauvre papa, etc., etc. Alors elle est vraiment ennuyeuse, et puis elle lui enseigne les bonnes manières. Elle veut qu'elle soit bien habillée, que ce soit pas un voyou, enfin. C'est-à-dire, elle veut tout ce que les enfants détestent. Tout ça, c'est la faute de la fée. Elle m'en veut. Faute de la fée? Oui. Comment ça? Oui, la bonne fée, c'est elle qui m'avait fait devenir enfant. Ah, c'est la fée qui t'a... Ça. Et puis, comme elle trouvait que j'étais méchant, elle m'a fait redevenir marionnette. Et maintenant, elle veut que je reste toujours marionnette. La fée veut... Alors, ne pleure plus, mon chéri. Tu es tellement mignon, même comme ça, je t'assure. Oh, tu as encore ta petite bosse sur la tête. Eh bien, ton papa te l'enlèvera demain avec le rabot. On a vraiment envie d'en savoir davantage. Mais premier épisode demain mardi à 20h30 et suite des aventures de Pinocchio 3 fois par semaine pendant 15 jours, la durée des fêtes. Ça dit, dès ce soir, tout de suite après ce journal, vous avez un premier rendez-vous avec l'homme orchestre des variétés, Thierry Leluron. C'est lui qui fera tous les soirs la préface de ce programme spécial de fête. Toute l'équipe de 24 heures sur la une vous souhaite une excellente soirée.